Alors la surface oculaire, c'est une entité relativement nouvelle. C'est une entité dans le monde virtuel qui est quand même un carrefour anatomique un peu particulier. On pourrait d'ailleurs dire, nous, Pierre-Jean, qu'on a quand même construit le DIU de surface oculaire qui a à peu près l'âge de notre amitié. Donc on y croyait déjà, hein, Pablo, à cette surface oculaire. Et puis dans une discussion dans l'Ouest, c'était absolument un débat passionné. Et je vois que la passion, tu l'as gardée. De toute façon, il fallait que tu mettes ta curiosité intellectuelle quelque part, tu l'as mis là. Alors notre mission, nous, entre guillemets, des hospitaliers, c'est aussi de débattre le fait que nous avons quand même à remettre la surface oculaire au cœur de sa science. Il faut hiérarchiser, il faut explorer. Mais en revanche, bien sûr, moi, je ne vais pas défendre le business plan de acheter la grosse plateforme, faites de tout à tout le monde et trouver le modèle économique qui va fonctionner. Donc, on va essayer quand même de repositionner. Maintenant, est-ce qu'elle doit exister ? Ça fait des années que sur les podiums, on vous dit pensez à la surface oculaire. Alors, quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est d'abord de la mettre au cœur de nos préoccupations parce que c'est nouveau qu'on y pense. Il y a 20 ans, l'œil qui piquait gratté, on attendait qu'il vienne se plaindre à nous, on lui mettait 3 gouttes, on disait celui-là, c'est sûrement une chochotte, et il nous embête avec ces plaintes qui n'ont pas de substratum organique. En plus, on a des facteurs de risque qui augmentent. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des surfaces oculaires qui ne font pas parler d'elles, qui n'ont pas de signes fonctionnels et qui sont altérées et vice-versa. Donc, parfois, il n'y a pas de signes fonctionnels. Le cercle vicieux, lui aussi, est identifié et c'est une maladie chronique et multifactorielle. La population, quand vous commencez à regarder la littérature, on peut estimer qu'aujourd'hui, pratiquement 30% de la population générale va être touchée par cette non-stabilité du film lacrymal, par cette pathologie de la surface oculaire. On est essentiellement vieux, et c'est vrai qu'au-delà des 75 ans, vous voyez qu'on monte à plus de 50%. Aujourd'hui, on le sait. On le sait aussi, je vois qu'il y a des têtes de l'industrie, que c'est un marché tout à fait floride, qui pose quelques problèmes dans l'évaluation et le développement, mais vous voyez, il y a plus de 26% de lubrifiants qui sont prescrits et qui ont été prescrits entre 2016 et 2017. Et l'explosion continue crescendo et au fur et à mesure que les nouvelles familles de gouttes enrichies vous arrivent. Donc oui, c'est un problème de santé publique qui enquiquine drôlement nos tutelles. La prévalence, elle est plus fréquente chez les Asiatiques, c'est pas chez nous. Ça augmente avec l'âge, c'est pour tout le monde. Et c'est 3 fois plus important quand on a une pathologie chronique, comme le diabète. Et vous voyez que dans le facteur temps, on retrouve, il y a de la vraie littérature qui vous montre cette évolution donc, de l'incidence. Alors pourquoi ça augmente ? Eh bien parce que nous avons un décor de vie qui prête à majorer tous ces facteurs de risque. La pollution en est un, bien sûr. Les expositions UV, il suffit de rester une après-midi au soleil et on voit la différence par rapport à vivre sous la pluie bretonne. La surexposition aux écrans, là c'est pour tout le monde et vous le voyez, ces blépharites de l'enfant, de l'adolescent qui augmentent indiscutablement au cours de ces dernières années. Le tabac, lui, devrait diminuer avec, je dirais, la sensibilisation de la population, puis toute forme de carence. Et puis j'aurais dû rajouter un petit rond pour les masques. Et on a toute une pathologie aujourd'hui qui est née et qui s'est majorée avec les ports des masques chroniques, au-delà de la seule buée sur vos écrans de lunettes. Alors, il y a le fameux stress oxydant sur la surface oculaire. Bon, il a été magnifiquement décrit. Vous savez, ce processus qui, en fait, est rien d'autre que l'installation d'un cercle vicieux induit par cette instabilité du film lacrymal, avec la libération donc, de radicaux libres qui vont donc agresser la surface oculaire sur toutes ces couches. Et il y a une couche qui nous intéresse beaucoup, qui sera sûrement le focus essentiel à la fois de la belle plateforme de Pablo tout à l'heure et de vos débats d'aujourd'hui, qui est la couche lipidique, parce que la population vieillissante, parce que celle qui est essentiellement ciblée par votre dégradation de la surface oculaire, c'est essentiellement la dimension évaporative qui est altérée par des glandes de mébomus qui font plus bien leur travail, soit parce que les paupières, par manque de lassité, pressent moins bien l'une sur l'autre, soit parce que, exposition sur écran, les clignements ne s'opèrent plus dans une cinétique qui est celle de la physiologie recommandée. Alors on a une perte de homéostasie, de l'équilibre de cette surface oculaire, et un cercle vicieux va s'instaurer dans lequel l'inflammation va jouer un rôle et va être à la fois une cause et une conséquence de tout ça, et l'ouverture vers un processus chronique.
Alors, je voudrais faire un focus sur l'impact des écrans dans nos vies, parce que finalement, aujourd'hui, c'est tout âge confondu. Regardez ces chiffres édifiants. Vous voyez qu'on a 221 fois de plus de consultations, donc moyenne quotidienne, de son smartphone. Et on le sait, hein, si je vous regarde... ah non, vous avez l'air d'être tout à fait attentif à ce que je raconte, merci pour ça. Même pas une petite photo, rien du tout. Bon, c'est bien, je ne serai pas sur Twitter. On a quand même 4 milliards de nombre d'internautes dans le monde. On a 33% des enfants qui possèdent une tablette de plus en plus tôt, et on voit, vous le voyez dans les consultes, à 2 ans, on leur donne le téléphone, et les parents très contents disent « Oh, c'est incroyable comment il est habile sur ce smartphone !» Donc ça annonce, bien sûr, ça augure cet outil comme un objet du quotidien. 5 heures en moyenne de temps passé devant vos écrans, et en 30 ans, les Français passent 3 fois plus de temps dans leurs écrans. Entre 1986 et 2016, le temps passé sur écran est passé d'un peu plus de 2 heures à 8 heures. 8 heures, hein, quand vous regardez le temps d'éveil, on est quand même assez scotché. Et les personnes qui travaillent donc sur écran, et c'est une magnifique méta-analyse qu'on a pu retrouver là, eh bien, vont présenter pratiquement dans 50% des cas une dégradation au moins de la stabilité de leur film lacrymal. On a en plus l'écran lumière bleue, c'est une question quotidienne. Docteur, est-ce que je dois ajuster l'écran d'ordinateur? Je pourrais avoir un certificat pour mon employeur? On n'en fait pas un objet de recommandation, mais on sait que ça favorise un certain nombre de dégradations. Et vous voyez, ça va jusqu'à des pathologies comme ptérygion, et puis des pathologies beaucoup plus importantes sur les structures intraoculaires. Et donc, il y a, avec cette exposition, un stress hyperosmolaire qui a été démontré dans cette belle revue, dans cette bel article, où vous avez donc une phototoxicité qui pourrait donc jouer un rôle avec la toxicité oculaire donc de la lumière bleue. Et aujourd'hui, on trouve de la littérature qui vous montre que la toxicité de notre microscope opératoire dans la chirurgie de la cataracte, dans sa durée, dans son intensité, joue un rôle. Donc c'est quelque chose qui fait également partie des critères de succès, de vigilance pour la réalisation de nos chirurgies. Et donc c'est tout vraiment ce qui concerne la stabilité du film lacrymal, avec ce focus sur la couche lipidique. Alors je vous ai parlé de cette couche lipidique, on sait, hein, c'est le beurre de nos larmes, ça étale. Et donc, ça se comprime quand vous avez les clignements des paupières. Ces lipides vont jouer, vont se vidanger quand vous pressez les paupières l'une sur l'autre. Donc, grâce à ces plateformes qui vont vous être décrites tout au long de la journée, on a aujourd'hui la possibilité de quantifier cette dynamique des paupières, en plus de quantifier la qualité du film et la qualité de la surface oculaire. Les clignements, normalement, quand c'est bon, c'est 15 fois par minute. Et puis, vous voyez, on devrait quand même cligner. C'est fatigant d'imaginer qu'on cligne 10 millions de fois par an. En tous les cas, c'est ce qu'on devrait faire. Et quand on ne le fait pas bien, finalement, c'est tout le problème qui va être induit, puisqu'on va réduire la fréquence des clignements. Et puis, vous allez donc généraliser ce processus oxydatif qui va donc s'instaurer. Vous n'étalerez plus, donc vous aurez ce cercle vicieux qui va donc s'instaurer. Puis le déficit lipidique, c'est la sécheresse évaporative. Et si vous vous ruez aujourd'hui sur les plateformes de mémographie, c'est parce que ça représente à peu près 80% des syndromes secs. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous qu'il y a quand même 20% qui ne sont pas des dysfonctionnements mébomiens et pour lesquels tous les traitements, donc massage plus ou moins coûteux que vous allez proposer, n'auront pas l'effet attendu. Alors après, on a eu les avancées de la science, puisqu'il y avait vraiment de quoi travailler, en faire une spécialité, il y avait un vrai business à développer. Et donc, vous savez que Hughes est arrivé là, n'a pas forcément simplifié les choses, mais en tous les cas, vous a permis d'essayer de poser les questions, de planter le décor, puis ensuite d'évaluer. Et là, vous allez voir tous les outils. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la goutte de fluorescéine bien faite. Vous avez ensuite définir un certain nombre d'acteurs stratégiques pour la prise en charge, pour la catégorisation. Et donc, là, aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, de ça pique, ça gratte, je mets la goutte et il arrête de m'enquiquiner. Aujourd'hui, vous pouvez creuser la physiopathologie. Vous avez cette explosion des outils diagnostiques qui va de la goutte si précieuse de fluorescéine à la mémographie non moins précieuse, et puis la diversification des traitements. Et je pense que c'est de cela dont on va discuter. À partir de quand on commence par substitut, puis larmes enrichies, puis corticoïdes, puis cyclosporine, puis séromotologue, et puis mémographie, et puis parfois combiné. Et c'est quand même cet embarras du choix sur lequel des brain sessions, hein, c'est ça, donc je peux dire, dans cette atmosphère internationale, eh bien, vont conduire, je pense, à vous éclairer dans votre pratique quotidienne.
Alors, n'oubliez pas que le problème aussi, c'est les conséquences de l'œil sec, l'impact social et économique. Et le marqueur clé, c'est la qualité de vie. Et ce focus-là, il faut absolument le creuser. Parce que la surface oculaire, ça pénalise l'activité quotidienne, près en particulier, de près. Et puis ça va augmenter, bien sûr, avec la sévérité. Et puis parfois, c'est no return parce que le cercle chronique s'est instauré. Sachez que la surface oculaire altérée, c'est la cause principale d'absentéisme et de souffrance au travail. Un truc de dingue, devant le mal de dos. Et donc, vous voyez une grosse étude, hein, regardez, on parle de 75 000 bonhommes. Sur une étude américaine, on rapportait que surface oculaire ou non symptomatique, mais en tous les cas qui pénalise la vision, eh bien, était pourvoyeuse de dépression, de maladie oculaire. Et vous voyez que c'est quand même 2% de dépression. Et le seul facteur donc, oculaire donc, d'augmentation, c'était cette sensation d'œil sec dans plein de décors. Et bien sûr, on abordera la fameuse chirurgie qui, dans tous ses styles, qu'elle soit intraoculaire ou qu'elle soit réfractive cornéenne, va bien sûr être le point, je dirais, d'exploration et le point commun d'approche de cette surface oculaire. Je terminerai avec cette diapositive. Vous voyez le marché de la sécheresse oculaire. Alors c'est bon pour les labos, c'est vrai, à regarder les chiffres, 120 millions d'euros du marché global, donc dédié à la surface oculaire. Dedans, vous avez 87 millions d'euros qui est représenté par le marché des dispositifs médicaux, avec, vous le voyez quand même, cette croissance de 11% en cours des dernières années, vive le Covid et les masques, et puis 33 millions d'euros qui relèvent donc du marché médicamenteux, avec là aussi une petite croissance quand même de 5%. Alors, indiscutablement, en France, on n'aime pas les conservateurs, et on aime bien maintenant les flacons aussi, qui n'ont pas le conservateur à l'intérieur. Ce marché est en pleine augmentation, vous voyez la volumétrie, mais sachez quand même que les tutelles commencent à être assez agacées par ces gouttes qui ne traitent quand même qu'un œil sec et pas de l'oncologie, médication coûteuse. Donc, c'est pointé aujourd'hui par les tutelles. La tendance va au déremboursement et, bien sûr, la baisse du prix annuel qui fait qu'au bout de la route, les innovations sont difficiles à mettre en place, sachant que les évaluations sont difficiles ou, je l'espère, étaient difficiles parce que grâce à des outils modernes, on va pouvoir être meilleur. Donc, la surface oculaire, c'est une spécialité nouvelle. L'œil sec, c'est un motif de consultation fréquent, c'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui, en plus de l'amitié pour Pablo et Benoît. Mais rappelez-vous que c'est la complication première de toutes nos chirurgies. C'est pour ça que vous avez raison de venir et que je vous souhaite un bon séminaire. Merci beaucoup, Béatrice.